Monier Morouche de la société Swingnet Concept. Monier, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Je sais qu'en ce moment, tu as un emploi du temps qui est aujourd'hui, donc doublement merci d'être là aujourd'hui pour intervenir dans le cadre de Forward. Alors, certains des étudiants ici te connaissent parce que tu interviens depuis un petit moment au sein d'Epitech, depuis plus d'1 an maintenant. Tu mentors également des étudiants de l'école et tu accueilles également des stagiaires au sein de ta société. Donc, mais certains ne te connaissent pas, donc si tu peux démarrer en te présentant et pour ensuite présenter donc, ton intervention sur les enjeux du référencement. Merci. Avec plaisir, bonjour à tous. Tout d'abord, mes excuses pour le retard. 21. Je rentre de voyage de Dubaï. Mon réveil a sonné, je ne l'ai pas entendu. Je suis rentré hier, j'ai eu une attaque sur un serveur dans la nuit. Le réveil a été très violent. Donc le temps de courir ici, changer 2-3 slides, me voici. Donc mes excuses, on va essayer de rattraper ce temps-là. Je vais me présenter au fur et à mesure de la conf, enfin de l'atelier plutôt. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre comme fil conducteur une conférence qu'on donne qui s'appelle Hacker et Black Hat SEO main dans la main pour pourrir votre chiffre d'affaires. Et je vais broder sur cette conférence pour donner quelques-uns des aspects de l'enjeu du SEO, expliquer un peu ce qui m'a amené là. Je ne suis pas tout seul normalement sur cette conf, il y a un autre collègue et les suricates qui sont derrière, pour que vous compreniez un petit peu comment quelqu'un qui par exemple sort d'Epitech demain peut se retrouver encore avec un micro. Alors moi je ne sors pas d'Epitech, je sors de nulle part, mais comment on peut construire une vie dans le monde informatique, sachant que vous avez dû le remarquer pour ceux qui ont fait un stage, il y a un gouffre entre la vie normale, la vie professionnelle qui n'est pas la vie normale, les stages que vous faites, ce que vivent les gens dans la réalité du travail, c'est des bulles assez différentes. Donc ceux qui ont de la chance, je pense à ceux qui ont fait un stage chez nous, il y avait de moins en moins de différence au fur et à mesure que vous étiez là entre votre réalité et la réalité d'un mec qui est au front. Donc vous avez pu vivre la violence du front. Mais sinon, vous allez progressivement découvrir ces choses et je vais essayer de vous montrer une fenêtre vers ces différents univers. Donc, cette conférence s'appelle Hacker et Black Hat SEO. Vous, on vous a donné un autre nom. Disons que celle-ci, elle est un petit peu plus exhaustive parce que ça vous donne des réalités concrètes du terrain. Alors que si je parlais des enjeux du référencement au sens large, ce serait une conférence web marketing super chiante. Je ne suis pas sûr que vous seriez forcément en fond dedans. Le SEO, c'est quoi? J'aime bien que ce soit interactif. Donc s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, si je commence à partir dans des anglicismes ou dans d'autres langues, si j'utilise des mots qui sont barbares, vous m'interrompez. Je sais que tout le monde n'a pas un profil dev, tout le monde n'a pas un profil système, tout le monde n'a pas de profil tout court. Donc vous levez la main, vous faites des signes et comme ça j'explique. Qui peut me dire ce qu'est le SEO? Ouais, le mec avec la main motivée là. En parlant fort. C'est pas Search Engine Optimization. C'est Search Engine Optimization. Ouais. C'est quand les crawlers passent sur les sites pour établir des page rank. Et ça veut dire quoi, Search Engine Optimization? C'est des pratiques pour optimiser le ranking dans les moteurs de recherche. Exactement, c'est ça. Donc, ce qu'on appelle le référencement. Alors, référencement, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, nous, à l'agence, parce que ça ne veut rien dire. Être référencé dans Google, dans Yahoo, c'est être présent dans un annuaire. Comme vous le savez, il y a plusieurs milliards de sites qui sont dans cet annuaire, enfin de pages plutôt. Donc être présent dedans et en page 50, ça ne change pas votre vie. Nous, ce qu'on aime, c'est la notion de positionnement. Quand on parle de SEO, c'est qu'on parle de positionnement. Ça veut dire que vous êtes quelque part, on sait où vous êtes, et on sait ce qu'il faut faire pour vous amener premier. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes capable de le faire. Mais au moins, on connaît les leviers à mobiliser pour que demain, vous arriviez dans la première page de Google, voire même dans la première position. Donc le SEO, si vous avez compris ce que ça signifie, vous comprenez que l'enjeu est majeur. Être positionné sur Google, ça signifie se retrouver, si par exemple on a le site d'une société e-commerce, dans les tout premiers résultats que vont trouver les internautes. Je ne sais pas, supposons que vous vendiez des sneakers, apprendre les chaussures c'est plus facile. Vous voyez énormément de pubs à la télévision, à la radio, un peu partout concernant les chaussures. Vous devez donc vous dire que c'est un marché extrêmement concurrentiel. Beaucoup de gens ont des chaussures. Généralement, on en a besoin. Ce qui fait que
on va tous, tôt ou tard, être clients de l'une de ces sociétés. C'est un marché qui concerne plusieurs dizaines de millions de gens en France. Donc, le chiffre d'affaires généré par ce marché est à la hauteur du nombre de personnes qui ont besoin de ce type d'ustensile, que j'enlève dès que j'arrive au bureau ou chez moi. Le truc, c'est que dans la mesure où il y a beaucoup de sociétés qui briquent ce marché, il y a forcément énormément d'enjeux de type concurrentiel. Le client qui est tombé cette nuit, que les gars qui ont fait un stage chez moi connaissent, il est où Marco? Je le vois pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais derrière Marco? Je connais pas si Marco, c'est le planqué. Donc vous connaissez le client qui vend des œufs papillons. J'ai encore mes notes d'attaque de cette nuit, c'était assez sanglant. Lui, il est dans un domaine qui n'était pas super concurrentiel quand il arrive. Ça, c'est tout ce qu'on s'est pris dans la tête. C'est assez difficile à juguler. Il est dans un marché qui commence à devenir concurrentiel. Il commence à être visible là où il y a des intérêts en termes économiques. Donc imaginez un petit peu. Vous êtes une société, vous vendez des meubles depuis 1800 avec quelques, vous avez écrit une page dans les années 2000, super moche, vous êtes sur Google et vous générez des millions grâce à ça. Et puis un mec sorti de nulle part qui a une boutique full responsive, web 3, 4.0, un truc assez agréable, il arrive et il commence à prendre des parts de votre marché. Et soudain, vous perdez 20% de votre chiffre en un mois. Vous n'êtes pas content. Et si vous n'êtes pas gentil, bah vous l'attaquez. Ce qui risque de se passer quand vous gravitez dans ce type d'univers. Le SEO et la première page de Google, c'est un peu comme la politique. C'est un monde pourri. C'est un monde de pouvoir, c'est un monde de thunes. C'est un monde qui n'est pas super agréable à fréquenter. Donc il faut des super-héros pour arriver. C'est des gens qui sont là pour maintenir votre positionnement. Il faut des super méchants qui sont là pour attaquer le positionnement des autres et nuire à leur dorure. Donc l'enjeu, c'est la place. Mieux vous êtes placé, plus vous faites de chiffres. Du moins si vous avez un site efficace. Et si c'est votre objectif. Quoi qu'il en soit, sans visibilité, quel que soit votre objectif, vous devez sérieusement galérer à faire valoir ce que vous voulez. Donc ça marche un petit peu comme ça, le web. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je pense que tout le monde comprend, hein, c'est des grosses ficelles, il n'y a rien de très complexe. Donc vu qu'il y a des super gentils, il y a des super méchants, hein, comme dans tout bon comics qui se respecte. Mais il y a aussi des enjeux un peu plus profonds et le tableau n'est pas aussi blanc et noir, hein, ce serait trop facile. Derrière, il y a la technique, il y a des protocoles, il y a des outils, il y a des places, il y a tout un tas d'environnements et de bulles qui cohabitent qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. On colle deux mots qui ne sont pas connus pour être ensemble. Un hacker, on sait plus ou moins c'est quoi, on a vu des films, on a entendu parler de choses, et un black hat SEO. Alors ça, c'est plutôt nouveau. L'univers du SEO se retrouve lié à l'univers du hacking, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Alors le SEO, vous savez c'est quoi? Le black hat SEO. Est-ce que quelqu'un a envie de tenter la réponse? Alors, sauf ceux qui connaissent. Hein. Ouais, fort. L'utilisation du backlink. Ouais, de manière plus générale. Le concept du black hat SEO, c'est quoi? En gros, c'est faire reculer le positionnement d'une personne dans le backlink. Ouais. C'est l'inverse du SEO. Ok. Cyril? C'était, je vais dire, D'accord. détourner. Moi aussi j'ai du mal à expliquer des fois. Comprendre comment Google marche et essayer de détourner son algorithme pour réussir à se positionner. C'est exactement ça. C'est le hacking appliqué au SEO. On a une petite boîte, elle est fermée, on se dit qu'on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et si possible l'utiliser pour une chose pour laquelle elle n'a absolument pas été faite. Black Hat SEO, c'est ça. Pour que vous compreniez Black Hat SEO, je vais revenir sur quelques épisodes précédents. Alors bon, la team, vous l'avez rencontré probablement à l'occasion du FIT, ou ici, ou ailleurs. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Le cluster CNCS, c'est une opportunité pour vous. Ceux qui s'intéressent à la cybersécurité, la filière cyber se développe à fond dans la région, notamment au travers de ce cluster qui représente toutes les boîtes qui bossent dans la cyberdéfense dans le coin. C'est une opportunité pour vous en tant qu'étudiant parce que, à mon époque, il y a... ça commence à... Il y a 8 ans, quand je suis sorti de la fac un peu violemment, hein, vous connaissez mon histoire, il n'y avait rien en termes de cyber, à part les prisons. Donc forcément, les perspectives étaient plutôt sombres.
Aujourd'hui, il y a moyen d'avoir des sociétés dynamiques dans la région qui sont capables de vous proposer autre chose que l'atoll. Donc, saisissez cette opportunité. Renseignez-vous sur le cluster CLCS et quand vous voyez qu'il y a des choses, essayez de vous montrer, essayez d'être présent et d'être au courant un petit peu de ce qui se passe. Résumé des épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé au FIC? Alors, cette fois-ci, c'est le FIC, non pas 2016, mais 2015. Mais peut-être on parlera un peu du 2016 pour ceux qui ont manqué le fun qui s'est passé. L'attaque SEO, c'est quoi? Alors, l'attaque SEO peut venir de beaucoup de leviers, de canaux différents. Nous, ce qu'on s'est amusé à mettre en œuvre en 2015, c'est une chose qui n'avait pas été exploitée jusqu'à présent, ou du moins les gens niaient son existence. C'est-à-dire que certains disaient si on arrive à le faire, d'autres disaient mais non c'est impossible, Google lui-même disait non ça n'existe pas. Nous on a fait ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, pour montrer que c'était pas des conneries et qu'on était vraiment capable de le faire. Alors faire quoi? Google utilise un algorithme, une intelligence artificielle de plus en plus sophistiquée pour ranker des pages et établir le fameux positionnement, le précieux positionnement auquel tout le monde aspire. Google, c'est un robot. Dit robot, dit manipulable. Dit robot, dit automatique, mécanique, algorithme, sous-jacent, et donc forcément, il y a moyen de moyenner. Nous, ce qu'on est arrivé à faire avec l'équipe de recherche, c'est, au travers de manipulation de l'algorithme de Google, déclasser un site internet. Autrement dit, on a pris un sous-domaine de WordPress pour cet exemple-là, parce qu'il fallait prendre quelque chose quand même de poids, sinon le site de Pépère, le boulanger du coin, ça n'a pas de sens. On a pris un sous-domaine de WordPress, on a montré comment, sans intrusion sur le site, sans manipuler le code source du site, sans jamais agir directement sur le site, on était capable de courir son positionnement. Alors ça, c'est novateur dans le sens où, jusque-là, le type d'attaque qui était mis en œuvre, c'était de l'intrusion. On arrive sur le site, on déglingue tout, on fait du pharma hack, donc des attaques de type spamming, et Google détecte le site comme étant beaucoup moins qualitatif, il vous déclasse. Nous, ce qu'on a mis en œuvre, c'est une attaque qui ne nécessite pas d'intrusion. C'est-à-dire de l'extérieur, on a agité des mouchoirs, Google les a reconnus, et il a mis en œuvre les réactions immunitaires de son algorithme. Il faut comprendre que Google, c'est un peu comme un chirurgien qui est spécialisé dans la lutte contre le cancer. On va prendre cette image, ça sera facile à expliquer. Quand il trouve un organe dans lequel il y a des métastases, il ne se prend pas la tête, il ampute. Il voit une gangrène, il coupe. Il ne va pas commencer à prendre du risque pour tout l'écosystème de son moteur, à accepter chez lui des choses qui sont borderline et à ouvrir la porte à la boîte de Pandore. Alors la boîte, il faut savoir qu'elle est déjà là. La porte, elle est déjà ouverte. Il n'y a plus qu'à ouvrir la boîte et on va vous expliquer un petit peu comment. Donc, principe de base, Google coupe. C'est un dictateur. Il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas de la microchirurgie. Ça n'existe pas, les frappes chirurgicales. Quand ils voient un truc, ils défoncent tout et il fait en sorte qu'il ne reste plus rien. Comment ça se traduit? Vous avez un site internet, vous êtes super bien ranké. Du jour au lendemain, Google estime que vous faites du black hat. Il vous sandbox. C'est-à-dire que vous disparaissez de l'annuaire. Vous êtes relégué en page 50, en page 100. Vous persévérez, vous avez des virus, vous avez une attitude franchement négative, ils vous blacklistent. Vous n'existez plus du tout dans l'annuaire. Donc il y a un certain nombre de sites qui sont blacklist de Google. Il y en a un qui est très emblématique, qui s'appelle Gumblr. Gumblr, il est considéré comme le site le plus blacklisté de l'histoire de Google. Il hébergeait des dizaines de souches virales super violentes. À l'époque, elles s'exécutaient en JavaScript, donc il suffisait de consulter le site pour activer des choses au niveau du navigateur. Et Google l'a tout simplement blacklisté à multiples reprises parce qu'il a réussi à revenir. Hein. C'est comme dans les bons films, le méchant il revient, s'il n'y a pas un second souffle, c'est pas drôle. Et donc, il s'est fait franchement sanctionner. Il y en a eu d'autres hein, depuis, lui il est assez emblématique. Donc la réaction immunitaire, c'est quoi? C'est comme dans votre organisme, il y a un agent pathogène, action-réaction. Ce que vous voyez là, le petit gif là, je suis fier, hein, c'est moi qui l'ai fait, j'ai passé 4 heures dessus. On ne peut pas être dev et graphiste. Ce truc-là, c'est une région infectée de l'écosystème de Google. Ce que vous voyez, ça ne se voit pas trop avec les lumières, c'est un réseau qui ressemble un peu à une galaxie, c'est un réseau réel. C'est une screenshot de la structure de Google dans une région particulière du cluster. Donc vous voyez les liens entre les différents sites, les connexions, en termes de backlinks, en termes d'échange de bandes passantes, donc de visiteurs. Et là, vous avez une zone
donc elle n'existe pas, hein, on l'a créée de façon fictive, qui est en rouge. Alors pourquoi Google il n'a pas blacklisté un point? Je vous ai dit, il a reçu la frappe chirurgicale. Il a diagnostiqué un point, il s'est rendu compte que ce site web est en interaction forte avec d'autres sites. C'est quoi une interaction forte? Par exemple, vous êtes hébergé sur le même serveur, ça veut dire que vous avez la même IP. Par exemple, vous échangez mutuellement des liens. Par exemple, vous avez un univers sémantique très proche. Ça veut dire, en gros, on prend un site, on fait un copier-coller, sur le même serveur, on met les liens vers l'un vers l'autre et on change un petit peu le texte. Alors là, vous êtes sûr que vous êtes considéré comme étant dans un réseau vis-à-vis de Google. Normalement, si vous êtes dans un réseau, vous êtes sanctionné en termes de positionnement. Google, il n'aime pas trop qu'on fasse du copier-coller et le copinage, c'est pas trop son truc. Il aime que tout soit naturel et spontané. Si vous essayez de doper la machine, ça ne lui plaît pas. Donc dans un premier temps, il diagnostique comme ça des réseaux. Il fait des petits cercles, voire des cercles concentriques. Et puis tôt ou tard, quand vous prenez une sanction, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est peut-être que vous avez commencé à fricoter avec des sites qui n'étaient pas super recommandables. Là, un site a été considéré comme spammy, black hat, blacklist. La blacklist se propage, ce qu'on appelle un transfert de pénalité, et la pénalité algorithmique qui a impacté un site devient quelque chose qui impacte tout un écosystème. Et tous les sites qui sont autour tombent. Alors, ici, petite parenthèse, on va essayer de donner un exemple d'attaque, mais avant, il va vous faire encore une petite rétrospective, un petit résumé des épisodes précédents. Google a mis en place un certain nombre de filtres algorithmiques. Parmi les plus notoires, tiens, qu'est-ce qui peut me citer un filtre de Google? Bon, les gens qui savent. Payday. Ouais, Payday One, ouais. Ce qui veut dire Payday, ça veut dire jour de paye, ça veut dire c'est l'heure de régler des comptes. Il était adressé à tous les sites qui faisaient de l'assurance, du poker, du crédit. C'est pour ça qu'il a été nommé comme ça. C'était le moment pour Google de régler ses comptes avec tous ces sites qui sont extrêmement concurrentiels et qui commençaient à avoir des pratiques qui n'étaient pas super sympathiques. Un autre filtre. Si je vous dis Google Panda, est-ce que ça vous parle? Google Pingouin, Hummingbird, Pirate? Non? Bon. Toi, t'as pas le droit de hocher la tête. Tu dois connaître au moins Panda et Pingouin. En plus, tu as déjà eu une conférence dessus. C'est sympa, j'ai pas cité le nom, hein. J'ai juste donné une zone comme ça, plus ou moins. Bon, avant d'embrayer sur l'attaque, quelques éléments pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Comment on se positionne sur Google? Alors là, ça va être rigolo. Qui tente? Comment on fait en sorte d'être positionné? Alors, par référencé, positionné sur Google. Le respect de la W3C? Ouais, non. Google, ils s'en tapent. Alors, oui, c'est bien d'avoir du code W3C, c'est super, c'est pas responsive. On a des technos qui sont super arriérés. Google aime officiellement le W3C. Dans la pratique, ils s'en tapent, c'est-à-dire que tu passes ton site en W3C, tu captes absolument aucun gain en termes de positionnement. Mais c'est sur le papier, donc il faut faire. La rapidité. La rapidité, ouais, effectivement, c'est un critère. Le mec en vert. S'il y a beaucoup de connexions, imaginons que les sites web, c'est un gros réseau. Si on a beaucoup de connexions sur notre site web, on est mieux référencé. De connexion, c'est-à-dire? De liens qui pointent vers nous, par exemple. D'accord. Ça s'appelle des backlinks. Ok. Le mec en gris. Je suis désolé, je n'ai pas mes lunettes et en plus, j'ai pas les prénoms. Donc, Avoir un site en AMP, le nouveau format de Google. ouais. En bleu. Je crois que Google favorise les sites HTTPS. Ouais. Et les sites mobiles. Et les sites mobiles, ouais. D'autres choses? Faites marcher votre esprit. Qu'est-ce qui peut être important pour Google? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un tape une chose, on tombe sur votre site? Ouais. Il y a des filles à Epitech? Oui, C'est pas ça, non. le nombre de recherches sur le site, le nombre de clics. Oui. Hugo? La pertinence du contenu. J'ai un prénom, c'est super. La pertinence du contenu. Content is king. C'est le point fondamental. C'est le point le plus important. Il y a autre chose? Oui, c'est juste les mises à jour régulières. Oui, la mise à jour du contenu. En vert. Je suis content que vous n'ayez pas tous la même couleur aujourd'hui. Le point robot, ça aide. Le fichier robot, c'est ça? Oui. Ouais.
Quand je dis ouais, ça veut pas dire que c'est vrai, hein. La moitié c'est des conneries, mais je vous encourage en rouge. Sitemap et keyword. Le Sitemap. sitemap, ouais. Autre chose. Non mais c'est vrai pour le sitemap, c'est important. Faut juste le soumettre par contre. C'est bon, on a épuisé? Pas d'idée comme ça, sorti de nulle part, un truc totalement délirant? Non? Là on aime beaucoup chez Suricat, ouais. Les sources. Déjà une fille à Epidex c'est délirant, alors si en plus les sources. Les sources. Un système en fait où dans mon stage en fait on me demandait d'envoyer les sources, enfin les archives du site pour le référencement. D'accord. Le code source, la qualité du code source. Ouais. Autre chose? En rouge? Le minimum de JS, parce que Google dit pas JS. Ouais. Donc le texte, Ouais. tu s'en fous des images, tu regardes pas les images, tu regardes le texte. Ah ouais? Tu vas le barrer toi. Je vais pas être slow. Après, il y a un truc, l'utilisation d'un module PHP côté serveur. Et selon le nombre de roles et le comportement qu'on lui a donné, l'optimisation pour la bande passante et l'entrelacement. Ouais. Autre chose? Bon. C'est plusieurs centaines de critères plus ou moins importants. Et cette liste de critères évolue, j'ai envie de dire presque quotidiennement. Google, c'est jusqu'à 90 mises à jour de son algorithme par mois. C'est particulièrement conséquent. Ce sont parfois des micro-mises à jour, on ne se rend pas compte qu'il se passe des choses. Parfois, c'est des mises à jour fortes, on appelle les filtres. Et là, c'est assez... on va dire c'est le début de ce qu'on peut appeler la Google Dance, c'est-à-dire de fortes variations dans le positionnement pour certains sites. Certains tirent leur épingle du jeu, d'autres disparaissent à jamais dans les méandres de Google. Il peut se passer beaucoup de choses dans une grosse mise à jour, dans un filtre de Google. Alors, oui et non pour beaucoup de choses que vous avez données. C'est pas forcément l'objet de la conf du jour. Il y a beaucoup de choses que vous avez citées qui sont des légendes urbaines. Par exemple, Google lit les images et elles ont un impact fondamental dans le positionnement du site. Il faut surtout mettre en avant les images et avoir du contenu. Sachez que Google lit également les PDF. Il les indexe. Alors, il ne faut pas que ce soit des PDF images, il faut que ce soit des PDF avec du texte, mais il va chercher du contenu dans les PDF et il indexe. Le SSL est très important. Le SSL, plusieurs mois avant que Google en fasse l'annonce officielle, avec Suricat et avec le labo, on s'était rendu compte que ça avait un impact fort sur le positionnement des sites. Alors, fort, tout est relatif, mais quand vous êtes dans un univers extrêmement concurrentiel, gagner une place en faisant une action, c'est un impact fort. Donc on a des sites comme ça qui gagnaient des places, et simplement par activation du SSL, on s'est dit qu'il devait y avoir un petit lien quelque part. Tout le monde se foutait de notre gueule parce que c'était pas officiel, et quand c'est pas officiel, il faut le prouver. Nous, on a dit, il n'y a pas de preuve, Google l'a annoncé nulle part, mais on l'a constaté, on fait des tests et on peut vous l'assurer. Donc comme ça coûte pas cher, prends pas de risque, prends ton SSL, en plus c'est joli, tu as un petit cadaver, ça participe à la réassurance du client, c'est un gain en termes de sécurité, bon, c'est relatif, mais globalement oui. Et donc, au prix que ça coûte, mets-le et puis on verra bien. Donc quelques mois plus tard, Google l'a annoncé officiellement, on a pu revenir avec notre parade derrière, non, on l'avait dit. Et il a dit qu'effectivement la sécurité allait prendre un poids de plus en plus important dans son algorithme et dans la façon dont il allait considérer les sites. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette presse. Donc il y a comme ça des petits critères qui ont l'air de rien et qui peuvent faire la différence quand vous êtes dans un univers qui est super concurrentiel. Il y a des sites, je pense par exemple à Cdiscount, qu'on a eu le plaisir d'analyser la dernière fois que je suis venu pour faire quelques démos de pentest, qui n'ont pas de SSL. Alors, je suis sûr que les mecs ont des raisons, mais pour moi, c'est un point d'interrogation phénoménal. C'est le leader français de l'e-commerce, c'est l'un des géants mondiaux, il n'a pas de SSL. Ça veut dire que toutes les connexions que vous établissez entre votre box et le site ne sont pas chiffrées. Quelqu'un qui écoute le réseau est au courant de ce que vous consultez. Vous avez intérêt à consulter des choses plutôt nettes. Donc ça, je ne comprends pas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on donne un argument, les gens disent « oui, mais tel grand site, il ne l'a pas ». Ben, c'est pas parce qu'il ne l'a pas qu'il faut le faire. La preuve en est, des géants n'appliquent pas des choses qui sont des recommandations directes de la part de Google. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point en particulier, les backlinks. Ça a été dit dans le fond, les liens. Pourquoi je vais vous parler des liens? Parce que ça fait l'objet d'un filtre de Google
assez notoire qui est venu sanctionner ça. Avant, à l'époque, je me souviens, j'avais quelques mois de moins que maintenant, Google a lancé un filtre pour sanctionner les mots-clés mis dans tous les sens, c'est-à-dire le contenu peu qualitatif, et un autre filtre pour venir sanctionner les liens à tout va. Comment Google y raisonne? Déjà, dites-vous que si vous avez une idée concernant le Black Hat en disant je vais corriger Google, vous avez 99,99999 beaucoup de 9% de chance pour que les ingénieurs de Google qui connaissent le goût, l'univers et la machine depuis des décennies maintenant aient déjà pensé à votre truc et aient déjà mis en œuvre des parades pour vous sanctionner. C'est-à-dire que l'action que vous risquez de mettre en œuvre va en réalité plomber votre site. Quand bien même ce serait quelque chose de super novateur selon vous. Les backlinks, c'était une pratique qui était majoritairement faite par les sites. Avant, pour positionner un site, il fallait qu'il y ait beaucoup de liens qui pointent vers lui. Donc on inscrivait son site sur des annuaires. Aujourd'hui, on en paye encore les vestiges. Des clients qui viennent me voir, ils ont 8 à 15 000 inscriptions annuaires, ils ont payé des gens pour faire ça. C'est incroyable. Donc ils ont 8 ou 15 000 liens de sites qui n'ont rien à voir avec eux, qui pointent vers chez eux. Le problème de l'annuaire, c'est que le site a peu de popularité aux yeux de Google. C'est un site qui reçoit du trafic d'un endroit en particulier ou de sources qui sont mineures et qui envoie du trafic sur des milliers voire des millions de sources. Donc il dilue un petit peu sa puissance. Imaginez un peu un réseau électrique. Si vous avez 1 ampère en entrée et que vous diluez votre connexion pour essayer de distribuer 1 million d'ampères, ça ne marche pas. Il n'y a pas la différence de potentiel qu'il faut, ou en tout cas, elle n'est pas dans le bon sens. Donc forcément, le gain que vous allez gagner, que vous allez obtenir derrière, il va être soit minime, soit négatif. On va vous pomper votre vue, ce qu'on appelle le transfert de pénalité. Donc avant, les gens se disaient, Google, c'est facile, c'est plein de mots-clés et c'est plein de liens. Donc je vais aller voir ma boulangère, elle a un site web, je vais lui demander de faire un lien chez moi. Je vais aller voir le boucher du coin, je vais aller voir l'épicier, je vais voir les annuaires et je vais faire un max de liens. Pendant un moment, ça a marché. C'est celui qui avait le plus de liens qui était le mieux positionné. Et puis Google, il s'est dit, c'est n'importe quoi. Un mec qui fait un site qui a tout simplement de la thune, il va aller acheter des liens partout, il va devenir super bien ranké, alors que son site, il est pourri derrière, il n'y a aucun contenu qualitatif pour ses visiteurs. Comprenez une chose, Google, il a un objectif, satisfaire son audience. L'audience, c'est vous, c'est moi. C'est un mec qui fait une recherche, on en fait peut-être ici plus qu'ailleurs des centaines par jour, pour tout et n'importe quoi. Son but, c'est que quand on tape un truc, Google vous donne le site le plus qualifié, le plus logique, le plus en rapport avec ce que vous avez tapé. Et donc son algorithme, c'est un calcul à un moment donné, mais c'est aussi une rétrospective, une stack de tout un tas de choses du passé qui concerne vos propres recherches, donc il va se baser sur votre comportement de navigation, vos affinités, mais aussi l'historique de millions de gens qui ont fait la même chose avant vous. Et il fait marcher un petit peu sa moulinette, et il fait un tri, et il rank plus ou moins certains sites. Je suis content que ce soit cet écran de live, parce que c'est aléatoire. Il y en a qui ne sont pas aussi virils. Je pense que l'autre fois, j'ai eu un petit coup de maladie. C'était avec vous le rose avec les étoiles blanches. Bon, on n'en parle plus. Bon, vous avez compris le fonctionnement de l'algorithme. Action-réaction, Google considère des points. Bon, avant, il y en avait 4, 5. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Si jamais à un moment, les gens trouvent un moyen d'abuser de ce point, ben, il va déjà le retirer de sa liste. Ou s'il peut, il va mettre en œuvre un filtre pour sanctionner et filtrer les résultats. Donc les gens ont fait énormément de backlinks négatifs, sans aucun rapport avec la thématique du site ou issus de sites qui étaient pourris eux-mêmes. Google a mis en œuvre un algorithme, un filtre de son algorithme pour venir sanctionner ça. Ça veut dire que beaucoup de gens se sont retrouvés déclassés à ce moment-là. Ça, pour celui qui raisonne un peu, qui a un peu l'esprit hacking, il se dit mais c'est super. Il est en train de me dire que pour pourrir mon site, je suis ma grand-mère, il suffit que je fasse énormément de liens pourris dessus et Google va le déclasser. Et pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Qui ne voit pas où je veux en venir déjà. On va voir celui qui n'a pas du tout l'esprit, qui n'a pas compris l'allusion. Il n'y a pas de honte, hein, le mec qui ne comprend pas, il y a de la main. Qui a compris? Ah, comme ça je vois ceux qui n'ont pas compris. Merci. Donc oui, vous avez compris,
On peut donc pourrir le site d'un concurrent comme ça. Google a mis donc en œuvre une parade pour éviter que ça se passe, qui s'appelle le disaveu. Le désaveu de lien. Un disaveu vis-à-vis de Google, c'est dire à Google deux cas possibles. Ça, Google, c'est mon passé. J'avoue, j'en suis pas fier. J'ai fait des liens à tout va, c'est mal. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Alors, je me désavoue du passé et partons ensemble sur de nouvelles bases. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas, c'est attends, moi, je savais pas que c'était pas bien. On m'a dit de le faire, j'y connais rien en informatique. Bon, allez, on passe l'éponge et on va de l'avant. C'est les deux attitudes que Google a autorisées dans son immense miséricorde. Il y a un troisième cas de figure, c'est le fait qu'on vous attaque. On crée subitement 10 000 backlinks pourris qui pointent vers vous. Là, vous allez devoir manuellement, parce qu'il n'y a pas d'API, vous tapez déjà le repérage de ces liens et la désinscription de ces liens dans Google en disant tous ces trucs-là, je m'en désavoue, c'est pas moi, c'est un mec qui m'a pourri. Donc déjà, il y a un premier risque, c'est le fait que vous ne monitoriez pas vos backlinks. Vous n'avez pas d'outil de monitoring en place qui permet de regarder quels sont les sites qui pointent vers vous. Demain, 10 000 sites sortis de nulle part se mettent à pointer sur le vôtre. Si vous n'avez aucun outil pour monitorer ça, vous ne saurez pas que vous êtes sur le coup d'une pénalité avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le jour où ça tombe, vous ne comprendrez pas d'où ça vient. Si le mec est intelligent, il fait ça de façon... comment dire ça? Il va le distiller dans le temps. C'est-à-dire qu'il va progressivement, au fur et à mesure, ajouter un backlink, 2, 3, 5, 10, 1000, 10 000, au fur et à mesure des jours. Comme ça, vous allez voir votre site couler tout doucement et vous allez vous dire qu'il y a de moins en moins de visiteurs, mathématiques, elle n'inspire plus trop les gens, peut-être qu'il faut que je fasse une refonte du site. Et vous n'allez pas vous dire du jour au lendemain, wow, j'ai disparu, il s'est passé quelque chose. Mais c'est la même chose. Au final, vous ne saurez pas que c'est issu de backlinks pourris qui pointent vers vous. Donc, suite à cet algorithme, beaucoup de sites, beaucoup de logiciels ont commencé à faire leur apparition et avaient comme vocation de recenser les liens de tous les sites vers tous les sites. Donc c'est grâce à ça qu'on a un petit peu la cartographie que vous avez pu voir juste avant. C'est-à-dire ce type de réseau, c'est parce qu'on a des serveurs, des fermes complètes de serveurs qui tournent en permanence pour aller regarder dans Google les sites indexés et quels sont les liens entre les différents sites indexés. Jusque-là, vous me suivez. Bon, maintenant on va aborder quelque chose de plutôt moderne dans la conception du Google Hacking, qui est en soi déjà quelque chose de plutôt récent. Comment faire pour attaquer sans laisser de traces? Vous l'avez vu, il y a l'histoire du backlink. Je n'ai pas besoin d'attaquer le code source du site pour le manipuler. Le truc, c'est que le backlink, il peut être détecté. Si vous avez un outil de monitoring, vous allez voir un petit peu d'augmentation des liens. Et si vous avez un réseau de Chinois derrière vous, vous les mettez non pas devant une machine à coudre, parce qu'on est en 2016, mais devant un ordinateur, rentabilité oblige, et vous allez les faire bosser pour désavouer ces backlinks. Alors, je dis les Chinois, mais je vous dis ça entre vous et moi, hein, je reviens de Dubaï, demain les Chinois c'est nous. Donc les mecs, la toute puissance de la France et du savoir-faire français, ça n'existe plus. Si ça existe ici, on y croit encore. Demain, vous avez intérêt à être bon, parce que ni votre diplôme, ni votre pays d'origine n'auront une incidence sur vos chances de recrutement. Donc si vous êtes les meilleurs d'Epitech, vous avez une chance. Si vous êtes juste un mec d'Epitech et vous êtes juste français, c'est fini, ça n'existe plus ça. Ça c'est entre vous et moi. Donc, supposons que j'attaque un site, un serveur, sans laisser de traces. Bon, rentrer dans un serveur, c'est plutôt facile. Il y a des payloads, des charges actives qui sont pendues tous les jours. Alors ça peut s'acheter, vous avez aussi la communauté open source qui met des patchs de sécurité, et puis tant qu'à faire, qui donne aussi la mécanique pour faire une injection sur un site, un serveur, rentré par un billet ou un autre. Il y a 36 000 façons de rentrer ou de faire des dégâts. On en a vu quelques-unes d'ailleurs la dernière fois. Mais une fois que vous êtes dedans, supposons, allez, shell shock, vous avez un shell, vous êtes root. Le truc c'est que si le système a un outil de détection d'intrusion, s'il n'a pas capté votre intrusion, et normalement il ne la capte pas, parce que s'il avait capté, vous ne seriez pas rentré. Le prochain pas que vous allez faire, vous savez un peu comme dans les films comment ça s'appelle, d'agents secrets où il y a des rayons laser comme ça, et le premier pas, pouf, vous vous faites griller. Dans un système avec des outils de détection d'intrusion, c'est ce qui va se passer. La première commande que vous allez lancer, le premier truc qui va sembler anomalique, et vous êtes mort. Donc rentrer c'est facile, mais après on fait quoi?
La ligne du dessus, c'était pas de trace, pas de coupable. Ce qui est génial avec Google, c'est qu'on est capable de manipuler l'algorithme, et par conséquent, c'est pas vous qui attaquez quelqu'un, c'est Google lui-même. On arrive, on dit à Google, lui il est suspect, et c'est lui qui vient et qui défonce tout. C'est pratique. Analyse heuristique. Est-ce que quelqu'un ici est capable, en 2-3 mots, de me donner le concept sous-jacent de l'analyse heuristique? Wow. Pas un mec sur Google vite fait pour trouver quelque chose? Wikipédia, analyse heuristique. Si je vous parle d'antivirus, qui peut me dire comment un antivirus détecte un virus? Là, normalement, il y a plus de gens. Ouais. Grâce au comportement, Ouais. si le virus il espionne les C'est ça. C'est ça le comportement. C'est l'analyse heuristique. C'est une analyse comportementale, une analyse des actions qui sont en train d'être effectuées. Il y a deux façons de détecter un virus. Bon, globalement, hein, je ne vous fais pas l'historique de la détection. Il y a la signature, c'est-à-dire vous avez un fichier avec une signature particulière, une sorte de MD5, et là vous vous dites waouh, cette signature elle ressemble vachement, ou c'est clairement tel agent pathogène. Et donc vous allez taguer le fichier pour dire c'est quoi déjà la phrase? Une menace a été détectée. Autre possibilité, l'analyse heuristique. Autrement dit, le comportement. Dès que vous allez faire une action qui est suspecte, et c'est ce que regardent les outils de détection d'intrusion majoritairement, parce que si jamais c'était la signature, ce serait en amont que ce serait désamorcé. Dès que vous allez faire une action qui est un peu suspecte, tout de suite vous allez vous faire cramer. Donc, le truc c'est que si je ne fais pas une action suspecte, c'est là que ça devient super intéressant. Si je rentre dans un site et que je ne fais pas une action qui est suspecte, je ne serai pas détecté. Donc la signature, les agents pathogènes, ça ressemble un peu à ça, un virus informatique. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà développé un. C'est un peu comme ça. Plus ou moins, il y a des couleurs différentes, comme vous dans la salle. Non, il n'y a pas de lien de cause à effet entre ce que j'ai dit. Bon, on déroule. Il y a l'intrusion, il y a le disalo, il y a le disavo, il y a les redirections possibles du blocking, les backlinks noirs. Ça, c'est un petit peu tous les univers sémantiques qu'on peut retrouver. On va prendre un cas en particulier. Donc, la première chose qu'on a vue sous Nemo, c'est qu'il est possible d'attaquer un site sans intrusion. On fait des backlinks négatifs, et d'une certaine façon, ça peut être détecté. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que... alors, je vous donne une autre chose concernant l'attaque sans intrusion. Ce qu'on a mis en œuvre lors du FIC 2015, ce n'était pas une attaque avec des backlinks pourris. Donc c'est là que c'était vachement novateur. C'était une attaque de manipulation directe de l'algorithme de Google. Et donc, en gros, on attachait un couteau plein de sang, on a montré à Google le tueur, et sans se poser plus de questions, il est arrivé à défoncer tout le monde. Donc ça a marché, c'est-à-dire que c'était une réalité pratique. Il faut que vous sachiez que la faille qu'on a présentée en 2015 existe toujours. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas patché, on sait encore le faire ça. Et on sait encore prendre un site quelconque au pif et le détruire de Google le jour au lendemain. Vous imaginez un petit peu la puissance économique derrière, si vous pouvez déclasser du jour au lendemain un monstre du commerce français, je ne citerai personne, ce qui veut dire le déclasser lui, mais surtout positionner le mec qui était juste derrière. C'est assez balèze. Bon, est-ce qu'il y a des mots qui vous parlent? Alors les backlinks noirs ou toxiques. Allez, je vais vous parler un petit peu de la solution SEO Raven pour faire plaisir aux mecs qui l'ont développé, parce que quand même, il y en a dans la pièce. SEO Raven, c'est quoi? Supposons que vous ayez cet atelier conférence, il n'y a pas un tiroir, hein, il a été conçu comme ça, c'est-à-dire il n'a pas été conçu. Le but, c'est que je prenne un sujet et que je déroule pour vous ouvrir un max de portes et de fenêtres possibles. Donc soyez pas étonnés si vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, ça part vraiment dans tous les sens. J'utilise ça comme fil conducteur, mais dès que je sens une porte qui est susceptible de, pas forcément vous intéresser, mais au moins être édifiant pour vous au niveau de la pensée web, j'en parle. SEO Raven, c'est un outil qui a été développé quasi exclusivement par des stagiaires. Je l'ai bien senti à la fin quand je l'ai repris en main. Les mecs d'Epitech eux-mêmes ont redressé la barre. Je ne sais pas ce que c'était avant, mais ça peut être chaud. Ce qu'il faut que vous compreniez dans ce type d'outil, c'est que quand on met en œuvre une défense,
il faut toujours considérer ce qu'on ne voit pas. Je m'explique. Il est possible de générer facilement, ça coûte quelques dollars, je vous montrerai des screenshots après, assez facilement on peut générer une attaque pour créer soudainement dans Google des milliers de backlinks qui pointent vers votre site. Vous allez donc utiliser un outil SEO qui va vous donner la liste de vos backlinks pour que vous puissiez regarder s'ils sont légitimes ou pas. Est-ce que jusque-là vous suivez? Ouais. Si vos backlinks ne sont pas dans Google, bah ouais, si le site est pourri, s'il appartient au réseau rouge qui clignote, c'est que quelque part il a été sandbox ou il a été blacklist. Comment vous allez savoir qu'un site qui est blacklisté par Google pointe chez vous? Bah vous ne le saurez pas. Parce que tous les outils SEO jusqu'à SEO Raven analysaient uniquement le contenu de Google. Ça veut dire que l'outil ne se cassait pas trop la tête, il demandait à Google quels étaient les liens qui pointaient vers le site, il analysait les sites pour aller regarder les sites qui sont sur Google toujours, les liens qui pointaient vers l'extérieur, il faisait une méga base de données et il vous donnait vos réponses. Et il updatait toutes les heures ou tous les jours vos résultats. Le truc c'est que si lui il se base sur Google et que Google blacklist les sites, bah, il ne peut plus trop sonder ses sites. Donc il a fallu créer un moteur qui sonde le dark, le deep web, pour aller chercher dans des sites qui ne sont pas du tout sur Google et souvent pour des raisons vachement valables. Donc c'est un travail qui n'est pas super... Enfin, vous commencez rapidement à faire des cauchemars quand vous sondez cette partie du web. Pour aller extraire tous les liens, donc c'est bien, c'est que c'est un robot qui le fait, c'est pas nous. Vous allez extraire tous les liens et vous allez pouvoir diagnostiquer une menace et dire à la personne, tel site qui n'est pas actuellement indexé dans Google, pointe chez toi. Et dans la mesure où il n'est pas indexé, il est d'autant plus dangereux parce que Google lui-même l'a sanctionné. Et donc le risque de transfert de pénalité est encore plus fort. Vous me suivez? C'est pour ça que je vous dis que quand vous mettez en place des mécanismes de défense, le plus important c'est la menace que vous ne voyez pas. La menace que vous voyez elle est facile à contrer. Vous arrivez, vous mettez une barrière et voilà. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les films de zombies, c'est pas le zombie qu'on voit arriver qui nous tombe dessus, c'est celui qui arrive juste derrière 2 secondes après et qui nous bouffe le cou, c'est lui qui est super dangereux. Donc, excusez-moi, j'ai pas encore vu le dernier épisode de Walking Dead, ce qui fait que ça m'influence un peu dans le propos. On m'a dit que c'était le meilleur de la série, c'est vrai ou pas? Celui qui est sorti mi-février. C'est vrai? Ah, ça me bouffe là, j'ai envie d'acheter le micro et d'aller le voir. Bon, blague à part, parce que j'ai pas super le temps de mater des séries, il m'a fallu très longtemps pour réussir à finir Walking Dead. J'ai profité d'avoir des stagiaires pour pouvoir m'accorder un petit peu de temps. Si tu veux un stage chez nous, c'est bienvenu. C'est donc ce type de menaces que nous, chez Suricat, on aime bien diagnostiquer et contre lesquelles on aime bien préserver, parce que c'est les plus dangereuses en fin de compte. La plupart des boîtes, elles mettent en œuvre des outils conventionnels, des attaques conventionnelles. Nous, on aime bien chercher des attaques qui sont vraiment novatrices, ce qui vont devenir les enjeux de sécurité de demain. Elles mettent en place des parades pour pouvoir se protéger contre celles-ci. Avant d'enchaîner, quelle heure est-il ? 15h05, c'est jusqu'au 30, c'est ça? Je vais faire une pause, mais je pense que c'est mort. Bon, on va enchaîner. Je vais finir rapidement et éviter totalement l'épisode. Je fais une tonne de tâches qui dépassent. Les attaques avec intrusion peuvent effectuer des opérations qui ne seront pas considérées comme dangereuses, puisque le comportement n'est pas suspect, puisque tout simplement elles affectent des fichiers qui ne sont pas considérés sensibles. Ça aussi, c'est une chose qu'on aime beaucoup chez Suricat, c'est des choses hyper dangereuses faites à des endroits qui ne sont pas connus pour être des choses sensibles. Le Disallo All, est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'un Disallo All peut être effectué sur un serveur web? Non? Ouais. Dans le fichier robot.txt. Ouais, c'est ça. Tu m'as sauvé parce que j'allais dire une connerie, j'allais dire htaccess. Je suis content que tu aies dit robot.txt. C'est effectivement dans le robot.txt qu'on fait le Disallo All. Dans l'htaccess, on peut faire de la MetaX par exemple, ce qui est presque la même chose. Le Disallo All, c'est dire à Google, il y a des endroits de mon site, je ne veux pas que tu les indexes. C'est légitime comme demande.
Google, ça c'est mes photos de famille, s'il te plaît, tu les mets pas dans ton annuaire. En vérité, ils sont fous, hein, il les vu quand même. Il y a une grande part des cas où Google, je pense volontairement, vous fait comprendre qu'il fait ce qu'il veut. Donc il y a une partie de vos data que vous demandez en non-indexation qui seront tout simplement indexées et vous ne comprenez pas pourquoi. Je pense que c'est une façon de Google de dire, je ne sortirai pas le mot parce qu'il est vulgaire, mais en gros, je m'en tape. Donc, si jamais je mets un Disallo all dans mon fichier robot.txt, je dis explicitement à Google, s'il te plaît, désindexe l'intégralité des pages de ce site. Autrement dit, du jour au lendemain, vous disparaissez de Google. Le truc, c'est que, à ma connaissance et jusqu'à maintenant, aucun outil de sécurité considère comme suspect le fait qu'il y ait des écritures dans le fichier robot.txt. C'est un fichier bête, c'est un petit fichier texte. Alors les fichiers texte, souvent, on n'y prend pas garde, hein. Sauf quand on est dans un système Linux, mais souvent, un fichier texte, sans plus. Fini par TXT en plus, donc il est vraiment gentil, quoi. Le truc, c'est que c'est le fichier qui va dicter, le mot est pas forcément bien choisi, le comportement des moteurs de recherche. Et il va dire à Google et à tous ses potes, s'il te plaît, indexe ceci, s'il te plaît, indexe pas cela, et tout un tas comme ça de requêtes qu'il est possible de faire. Par exemple, il peut autoriser tous les users agents ou interdire certains types d'users agents. Si vous venez écrire dans ce fichier, après vous êtes introduit dans le serveur pour mettre une requête de type Disallo all, à ma connaissance, aucun IDS, hormis paramétrage spécifique, donc il faut que les mecs soient au courant du danger, vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de plutôt pas normal qui est en train de se passer. Donc vous faites votre écriture, vous vous barrez, et du jour au lendemain, un grand site français leader du e-commerce disparaît de Google sans qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'encore une fois, Google c'est un robot, il ne se prend pas plus la tête que ça. Il voit une requête qui dit t'indexes pas, et indexe plus. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il existe un système de whitelist sur Google. Alors c'est un grand débat que j'ai avec mes collègues, ils pensent que c'est des conneries. Moi je pense vraiment qu'elle existe cette whitelist, qui fait que je pense que Google ne gère pas tout de façon automatique. À mon avis, il y a un certain nombre de sites qui sont monitorés, de sorte que quand il y a des actions comme ça qui se passent, par exemple certains grands sites gouvernementaux ou certains gros sites mondiaux, genre Facebook, je pense que si on mettait un Disallo all dans le robot.txt de Facebook, il disparaîtrait pas. À mon avis, ils ont quand même quelques garde-fous. D'autant plus que c'est une main levée ou c'est un bras cassé? C'est une vraie. D'accord, comme ça plutôt. Ouais, il y a aussi des avertissements de sécurité aussi sur les master tools. Exactement. Donc j'allais venir, il y a aussi ce qu'on appelle des quality readers ou waiters, les deux termes sont possibles. C'est-à-dire des gens qui vont aller regarder la qualité de votre site à un moment donné, et là pour le coup ce sont de véritables humains. Donc si vous avez un problème de sécurité, c'est soit un robot, soit un quality writer qui va se pencher sur votre site, donner une note, voire même vous donner un avertissement spécifique. Alors ça fait toujours bizarre parce que c'est un mec de Google en direct qui vous contacte pour vous dire qu'il y a un problème, mais il y a effectivement des mecs de chez Google qui font ce que font les robots de Google. Parce que le meilleur outil pour l'instant pour diagnostiquer un site, c'est un cerveau humain. Du moins concernant la qualité du site. Donc si je viens et que je fais un Disallo all, je dis à Google désindexe tout le site. Après intrusion sur votre site, le Black SEO peut modifier votre fichier robot.txt en ajoutant Disallo avec la règle suivante. Ça signifie pour tous les users agents, que vous soyez en mobile, en desktop, sur Firefox, sur Chrome, sur Safari, personne sur Explorer ici. Je me garde direct. On m'a dit que j'avais un public averti. Quel que soit votre navigateur, donc pour les vrais navigateurs uniquement, la requête sera n'indexe rien. Alors en vérité, c'est pas tout à fait ça. Ce sont les user agents des crawlers, mais là on rentre dans les détails techniques. Donc ça interdit aux robots d'indexer les pages du site. Tous les robots, c'est-à-dire Google, Yahoo, Bing, etc. Bon, par exemple, sur un site, on peut faire du pharma hack. Je vous lis le texte, parce que je commence à fatiguer, c'est facile de lire. Le pharma hack est l'une des attaques de spam les plus connues qui infectent des sites sur des thématiques réprimandées par Google, telles que plus les thématiques qui sont pas belles. Par exemple, ce site, qui est un site canadien, qui n'a strictement rien à voir avec le Viagra et les produits pharmaceutiques, a son titre classique, en plus ça s'appelle Let's Make a Food Baby. Son titre classique, l'URL, la description, la métadescription, et en dessous il y a des backlinks. Alors les backlinks ce sont
c'est pas des backlinks, c'est des. Comment ça s'appelle? On va dire des extensions d'URL. C'est pas tout à fait ça, mais on se comprend. Vous avez des extensions d'URL en dessous, et vous avez souvent vu des sites comme ça, qui fait dire à la personne qui navigue, les gens qui arrivent sur ce site, globalement, ils vont sur ces pages. Ils vont globalement sur Montréal, ils vont globalement sur Viagra, Price 25 mg, globalement sur By Flaggy ER et sur tout un tas de produits pharmaceutiques. Bon, tu arrives sur ton site le matin, tu as des gens qui disent je comprends pas, dans la liste des pages les plus consultées de ton site, il y a des trucs en rapport avec le Viagra. Fais quelque chose parce que je trouve pas la page et j'en veux. Donc, vous vous dites qu'il y a un problème. En fait, quand vous allez analyser votre site, vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas comprendre où sont les pages, parce que quand vous cliquez sur l'URL, à cet endroit-là, il n'y a pas de page HTML sur votre site. En fait, ce sont des pages qui sont générées dynamiquement par le htaccess, par des fichiers PHP, qui font en sorte que quand on demande la page par quelqu'un qui n'est pas vous, parce qu'en plus votre adresse IP elle est récupérée, ce qui fait que vous-même, souvent vous ne verrez jamais que vous avez un problème, elle va en faire afficher autre chose. Ça s'appelle du pharmac, c'est l'une des attaques modernes les plus pratiquées en SEO, parce que ça touche des thématiques sur lesquelles il y a énormément de thunes à se faire. Bon, si vous n'avez pas d'outil de détection d'intrusion spécifiquement configuré pour détecter ça, vous ne verrez jamais rien. Comment vous allez le repérer? Hormis un mec qui vous le dit, mais généralement ces mecs-là, ils en parlent pas. Vous allez repérer ça parce que si vous avez un compte Webmaster Tool, vous allez commencer à voir des keywords. Donc Webmaster Tool, il permet de récupérer énormément d'infos sur la navigation, le comportement des visiteurs sur votre site, etc. Et en particulier sur quels sont les mots-clés qui vous apportent du trafic. Vous allez commencer à avoir des mots-clés qui vous apportent du trafic, qui n'ont rien à voir avec votre thématique. Vous allez voir de la pharmaceutique, ça se dit. Entre nous, ça se dit. Des marques, vous allez voir Nike, Adidas, Lacoste, alors que vous faites tout sauf ça. Donc là, vous vous dites, je comprends pas, j'ai du trafic vers ces keywords, mais qu'est-ce qui fait que je suis positionné sur ces keywords? C'est ce type d'attaque. De quoi on parle après? Alors, explication d'une attaque de pharmac. Après intrusion sur votre site, le Black Hat SEO injecte du code sur votre site et va insérer cela sur plusieurs pages. On va insérer plusieurs pages, ça marche aussi, afin de tromper Google et vous faire apparaître dans les résultats de recherche sur les thématiques du filtre Payday Low. Par exemple, ce filtre-là, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont les thématiques que Google est venu massivement sanctionner parce qu'il commençait à y avoir des abus. Pour les attaques avec intrusion, concrètement, comment ça marche? Par exemple, on va injecter une balise qui est la balise base en HTML. Je crois qu'elle est dépréciée, cette balise, mais apparemment, elle est toujours interprétée. Qui va venir donner comme URL, qui va venir injecter du contenu depuis une source externe. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est dépréciée, c'est pour les raisons de sécurité. Et donc ici, par exemple, il y a Canadian Meds Online qui va venir injecter son contenu, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir apparaître des choses. Donc vous pouvez regarder les fichiers sur votre site, vous ne trouverez rien, parce que c'est simplement votre fichier index, il y a une requête qui n'a pas l'air méchante, en plus il y a un truc base dans le header, qu'on ne va pas forcément lire ce qui se passe, et qui va vous générer quelques problèmes avec votre e-réputation. Donc en termes de pages indexées, comment on les diagnostique? On tape site, le nom du site, on tape quelques keywords, on met des pipes, et on voit si jamais on a des choses qui remontent. Bon là typiquement on a pris un site qui est, je sais pas c'est quoi. On a pris un site quelconque. On a pris des keywords en rapport avec la pharmaceutique et on voit remonter des pages. Par conséquent, il s'est fait attaquer sur ces thématiques. Je rentre pas dedans parce que c'est pas super intéressant pour vous. Ça, ce sont les trames que vous voyez. C'est l'entête des retours Apache. Et vous pouvez voir qu'il y a des sites qui sont suspects qui remontent. Autre façon de diagnostiquer ça, c'est ce que j'appelle la fausse bonne nouvelle. C'est votre client qui, du jour au lendemain, vous appelle en disant « Tu m'as dit qu'il fallait que je fasse du SEO, mais c'est des conneries, hein. Regarde, j'ai rien fait depuis 2 ans, et t'as vu, soudainement, j'ai une grosse montée de trafic. Il y a plein de gens qui regardent mon site. » Et quand on regarde sur Webmaster Tool, effectivement, il y a une belle montée de trafic. Le souci, c'est que quand on regarde les termes, c'est bien que ce soit un peu brouillé, parce que ce n'est pas des jolis mots. Quand on voit les termes qui font remonter le site, on se rend compte qu'il y a un sérieux problème. Donc c'est aussi une façon de diagnostiquer, c'est l'augmentation du trafic. Alors, oui,
il est possible de faire des attaques sans intrusion qui sont par exemple des redirections de sites pénalisées. Aujourd'hui, certaines redirections dans le domaine du référencement permettent de distribuer la popularité. Dans le domaine du Black Hat SEO, cela permet de distribuer une pénalité. Je vous ai dit, il est possible de distribuer la pénalité d'un site. Donc, par exemple, il y a un site qui est le nôtre, c'est un site du labo des mecs qui font de la recherche sur l'algorithme de Google, qui est un site de vente de PC, en apparence. C'est un très vieux site d'un des mecs de l'équipe, et on l'a récupéré, on a mis plein de souches virales dessus, on s'amuse à faire des choses, et aujourd'hui c'est l'une de nos principales souches quand on va infecter un site. Quand on fait pointer au travers de la faille qu'on a appelée Google nous attaque, donc ici vous voyez un exemple de ce domaine de WordPress, Google nous attaque.wordpress.com, quand on fait pointer ce site, on transfère la pénalité. C'est-à-dire que vous avez, c'est facile à comprendre, un virus quelque part, vous établissez une connexion, ben c'est un peu comme dans les films de zombies en fait. Je vais revenir dessus. Au début, c'est la panique, et quand vous avez été en contact avec un zombie, ben, les mecs du gouvernement, ils égouillent tout le monde, ils ne cherchent pas à comprendre. On n'a pas forcément le remède, on ne sait pas trop ce qui se passe, vous êtes dans les zones infectées, ben, vous êtes infecté, vous êtes mort. C'est vrai ou pas? Google, ouais, t'es fan aussi. Google, il bosse comme ça. C'est-à-dire que vous avez des liens proches avec un site infecté, vous êtes considéré infecté, du jour au lendemain, il vous dégage. Quelle heure est-il? 16. C'est long. Non, c'est un plaisir d'être avec vous. J'aurais juste aimé un café, mais c'est pas grave. Alors, c'est quoi l'attaque? Ouais, alors le site qui s'appelle maintenance-ordinateur.fr, celui qui a envie de s'amuser à aller dessus, je ne lui conseille pas, mais il peut se aller dessus. C'est un site qu'on utilise pour faire des transferts de pénalité. À combien estimez-vous la sécurité de votre positionnement? Tiens, allez, on va prendre le leader français du e-commerce, qui je crois a un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros. Quasi exclusivement lié à son positionnement naturel. Tentez un truc, donnez un chiffre. D'après vous, combien il est prêt à mettre pour garder son positionnement? 500 000 Je pose pas pour toi, moi. Je dirais des dizaines de millions d'euros. Des dizaines de millions, ouais. C'est tout? 10 millions? 10 millions? 10? Qui dit plus? 10 millions ici? Plus dans les alentours de 1 milliard. Ne vous moquez pas d'elle parce que c'est celle qui est la plus proche. Alors j'allais dire moi je bosse pour toi mais tu pourras pas les mettre. 1 milliard c'est pas loin. Pourquoi? Vous êtes positionné, vous êtes le leader d'un truc. Si vous vous prenez une sanction, du jour au lendemain, votre CA passe de 2 milliards à 0, ou presque. Alors, vous êtes prêt à mettre le max possible de thunes, en respectant votre marge. Hein. Le but, c'est pas de faire des trous dans la caisse pour conserver ça. Sinon, votre manne financière, votre afflux de CA, il s'arrête du jour au lendemain. Donc on est prêt, pour certains sites, à investir des milliards. Google investit des milliards pour sa sécurité. Des milliards, littéralement. Il investit vraiment des milliards pour sa sécurité. Combien ça coûte, d'après vous, de pourrir un site? Vous savez l'attaque de Backlinks dont je vous ai parlé? Peut-être j'ai donné un prix tout à l'heure. 15 balles. Hein? 15 balles. 15? 15 balles? Ouais, 15 dollars. 15 dollars? Pas en dollars? 15 dollars. Plus, moins? 15 francs canadiens. Oui. Dollars canadiens. Ouais. Aussi, ouais. Supposons on paye quelqu'un pour faire parce qu'on ne sait pas tout faire. Et on n'a pas le temps. 0,02 centimes par backlink. Ouais. Ouais, ça semble l'expertise. Ouais, bon, on peut aussi payer en bitcoin, tout est possible, c'est le web. Là, pour 99 €, vous avez une soumission progressive sur 1500 annuaires pendant 12 mois. Alors, il faut que vous sachiez que, à la base, ça, c'était pas fait pour plomber un site. C'est-à-dire que, à la belle époque des annuaires, les gens utilisaient ça pour référencer leur site. Et donc, pendant 12 mois, on allait progressivement soumettre votre site à 1500 annuaires et vous êtes censé avoir un gain de positionnement.
Aujourd'hui, on n'utilise plus pour ça ces services. On les utilise pour plomber quelqu'un. Donc on va progressivement lui injecter 1500 annuaires. 99 balles, vous imaginez à l'échelle de sites qui font des millions. Combien ça coûte? 5 $. I need to SEO, backlinks, pyramid, do follow sur des sites en édu, donc des sites de l'éducation, des sites d'école, d'université, etc. Certainement essentiellement américaines, certainement qui ont subi une intrusion et qui donc peuvent servir de vache à lait maintenant. Et le mec propose d'améliorer votre positionnement. Donc comprenez, hein, lui n'est pas dupe, je pense. Comprenez, pour le mec qui fait appel à ses services, c'est pas du tout ce qu'il cherche à faire. Et il peut vous générer 4700 forum profiles not duplicated domains. Ça veut dire qu'il va vous générer des posts sur les forums de 4700 sites différents. Vous savez, le spam qu'on supporte pas voir sur les forums et qui pointera vers votre site pour que tout le monde clique dessus et que vous ayez des milliers de visiteurs. Ensuite, il vous donnera plus de 300 profils, c'est-à-dire des sites de type BR4, donc avec un poids considéré plus ou moins fort dans Google, en edu.gouv. Et finalement, il vous dit que c'est 100% satisfaction garantie. C'est génial. 5 $. Incredible! 20 000 live SEO blog comments. Alors c'est encore mieux, vous savez, sur les blogs, parce que maintenant on va de moins en moins sur les forums, tous les trucs pourris qui viennent se glisser entre les réponses de Stack Overflow qui nous intéressent, les mecs les achètent, et vous pouvez avoir 20 000 posts, il n'y a pas de tarif, mais ça ne doit pas être super cher. 43 €. Ah ouais, c'est ça? Ah ouais, price. Parce que je dis jamais les trucs en rouge en bas, ça fait spam. Bon, vous voyez que ça coûte que dalle. Donc vous comprenez, le rapport de force est quand même particulièrement disproportionné. Vous avez, bon là c'est un type d'attaque en particulier, assez simple à contrer, mais vous avez, concernant ce type d'attaque, une société qui fait des millions, voire des milliards d'un côté, et un étudiant qui met 5 balles de l'autre juste parce que ça l'éclate. C'est chaud quand même. Concernant beaucoup de mes clients, certains de mes clients ont des petits sites e-commerce qui ont commencé à grandir, et ils font jusqu'à 1 million € de chiffre d'affaires par an. On peut les plomber pour 5 €. Parce qu'ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont personne en interne qui est capable de comprendre ce qui se passe. C'est assez tendu. Heureusement, ils nous ont, nous, et pour une modique somme, on va les protéger contre des choses. Alors, vous avez une petite description du Google Hacking et une définition. Le Google Hacking est une technique consistant à utiliser, vous aurez bien aimé l'avoir en début de compte celle-là. Le Google Hacking est une technique consistant à utiliser un moteur de recherche, deep web ou darknet, en vue de chercher des vulnérabilités ou de récupérer des données sensibles. Cette technique s'appuie sur les résultats d'exploration de l'indexation des sites internet par des robots. C'est pas tout à fait une attaque, mais c'est une chose qui est intéressante pour comprendre un petit peu le web. Les moteurs de recherche indexent tout et n'importe quoi. J'étais chez un client à Abu Dhabi, on peut trouver des choses comme ses bilans de société, comme ses appels d'offres, comme tout un tas de trucs, vos photos perso de vacances, enfin des trucs qui n'ont strictement rien à faire là, qui se retrouvent sur Google. Bah ouais, Google c'est un robot, il vient, il voit qu'il y a un lien, il va dessus, il indexe. Donc demain, vous commencez à avoir énormément de documents qui sont considérés sensibles, qui se retrouvent sur la toile. Pourquoi? Bah, parce que votre fameux fichier robot.txt n'a pas 10 allos certains répertoires. Ou parce que quelqu'un vous a attaqué pour autoriser tous les répertoires. Et par conséquent, Google se sert. Donc le Google Hacking, c'est quoi? C'est, entre guillemets, attaquer une entreprise pour aller récupérer tous les documents sensibles, tout simplement parce qu'ils traînent sur son site ou quelque part sur le web. Azure Raven est venu aussi avec l'un des premiers outils, du moins sophistiqués, pour protéger contre ce type d'indexation. Donc on doit être à peu près à plus d'une centaine de commandes différentes pour récupérer des types de fichiers différents et voir si on peut vous Google hacker. Alors c'est quoi les fichiers sensibles pour un hacker SEO? C'est-à-dire quelqu'un qui pratique du Google Hacking. Bah, si vous avez dans votre fichier robot.txt mis un 10 allo /privé, c'est qu'il y a un répertoire /privé, forcément. Donc ne nommez pas vos répertoires par des choses qui sont évocatrices, ou alors bloquez-les au niveau du htaccess. Mais ne les laissez pas en browsing, en crawling open bar,
en disant simplement, s'il te plaît Google, ne le mets pas dans ton moteur. Parce que si Google ne le met pas dans son moteur, au minimum, vous allez indiquer à des gens qui vont lire ce robot que vous avez ça sur le site. Donc oui, un répertoire privé, typiquement, nous, ça nous intéresse. Le saviez-vous? Alors, si on fait cette petite recherche sur Google, ça date de 2015, donc les chiffres ont dû augmenter. Si on cherche une URL, c'est-à-dire dans le corps de l'URL, des sites WordPress, c'est pour ça on a mis un WP include, et qu'on cherche des mots-clés Viagra, Cialis et Devitra, on voit que on a un certain nombre de résultats, et ce sont les sites qui ont subi un pharmac. En 2010, on avait seulement 10 000 sites. Vous imaginez, 2010, il y avait déjà des attaques de ce type. En 2015, on en a 22 000. Ça a plus que doublé. Bon, c'est quoi les solutions? Parce que généralement, quand je fais des ateliers sécurité, et les gens, ils ont raison, ils disent c'est bien, tu nous fais peur, mais tu ne donnes pas la solution derrière. Souvent, il n'y en a pas, ou plutôt, elle n'est pas accessible. Avant SEO Raven, il n'y avait pas d'outil qui vous donnait votre monitoring sur le dark web. Donc quand on parlait de ça, on disait aux gens, des solutions, il n'y en a pas. On est en train de développer un truc, on va falloir attendre, mais pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Donc, à moins que vous ayez quelqu'un qui se balade sur Deep Web, qui doit être un mec super chelou, et qui vous dit, j'ai croisé quelques backlinks à toi, vous n'avez aucun moyen de diagnostiquer. Donc il y a des outils de sécurité maintenant qui existent. SEO Raven, à l'époque de cette conf, il était en cours de développement. Bon, en vérité, il est toujours en cours de développement, on ne va pas se mentir, il y a toujours 36 000 trucs qu'on veut ajouter dessus. Il s'est enrichi de plusieurs robots. Ce serait bien que vous passiez à l'agence pour que vous voyiez un petit peu ce qu'est devenu votre outil chéri. Il y a de plus en plus de crawlers qui tournent pour des requêtes particulières. Et on a un peu abandonné Git, mais on va... Non, on l'utilise. Hein. C'est juste qu'il faut qu'on push les dernières modifs. Je ferme la parenthèse parce qu'il va y avoir des fleurs dans la salle. Des audits de sécurité web et SEO pour regarder si vous avez des problèmes de sécurité. C'est un humain qui vient et fait un test la veille, soit des outils de veille, soit quelqu'un qui va régulièrement s'assurer que tout va bien. Un monitoring temps réel de votre positionnement et de vos backlinks. Si vous avez des fortes fluctuations dans votre positionnement, ou si vous avez une forte augmentation de vos backlinks, c'est suspect. Et une protection, entre guillemets, juridique, au cas où des choses se passent et qu'il y a moyen d'agir dessus. Pourquoi ma présentation s'est barrée? De toute façon, je pense qu'on était à la fin. Ouais. La fin, c'est la petite slide pour dire au revoir. Il est 28. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Depuis quand exactement le système SEO est utilisé? Depuis quand quoi? Exactement, il y a ce phénomène de entre guillemets, déréférencer un site internet. Depuis que Google a commencé à sanctionner les sites qui étaient référencés de façon non légitime. Depuis ce moment, des gens se sont dit, vu que Google sanctionne, on peut faire sanctionner quelqu'un par Google. Ça remonte à... Allez, à partir de 2012, on a commencé à vraiment sentir les filtres de Google. Et depuis 2012, du coup, Google travaille sur son algorithme pour au maximum essayer de... En fait, depuis le début, mais avant Google, au sein de son algorithme, il essayait d'aller dans le sens du positif. Dans le sens où il essayait toujours d'aller dénicher des perles rares pour les mettre en avant. Et puis à partir de 2010-2012, on a commencé à voir des filtres tomber qui nous indiquaient clairement que là, la politique de Google, c'était de laisser le contenu évoluer naturellement et de sanctionner ceux qui trichaient derrière. C'est là que de nouveaux métiers ont commencé à apparaître. Vous imaginez qu'il y a quand même des métiers qui se sont créés autour de Google. Moi, quand j'imagine ça, je me dis c'est dingue, c'est une société Google. Des métiers, des dizaines de métiers différents se sont créés pour cette société. C'est un dieu, d'un claquement de doigts, il crée une société et il en fait tomber. Il peut faire tomber des sociétés. Ce sont des enjeux de centaines de milliards qui sont entre ses mains. Et Google, il est gentil, n'est-ce pas? Autre question? Non, vous avez tous les boules, on dirait.
Il y en a qui disent j'ai perdu une heure de ma vie, il y en a qui disent j'ai rien compris, il y en a qui disent qu'est-ce qu'on va devenir. Il y a une assistance psychologique qui est ouverte derrière. Ouais. Du coup, c'est combien paye cette diplôme pour sa protection sur la donner? Je ne sais pas. Et si je savais, je n'aurais pas le droit de le dire. On ne donne pas des valeurs comme ça. Ah ouais, si vous engagez. Ouais, c'est critique. Je pense qu'un site qui fait 2 milliards de CA sans avoir de certificat SSL ne met pas forcément beaucoup dans sa sécurité, mais un site qui a 2 milliards de CA, et si, sur les pages de login, je crois qu'il y a un SSL maintenant sur ces discounts. C'est des pages de gros sites qui en ont pas forcément. Je pense que ça se compte en centaines de millions d'euros au niveau du SEO, au niveau de la sécurité, au niveau de la démarche SEO, et pour ceux qui ont des techniciens qui sont spécialisés de la démarche de sécurité SEO. La sécurité informatique, c'est l'un des seuls secteurs de l'informatique qui est en hausse constante. Tous les ans, il est en croissance. Ceux qui ont envie de s'orienter dedans, je pense que c'est... j'ai toujours peur de dire ça, parce que sinon des mecs vont me haïr toute leur vie. Je pense que c'est un bon investissement. Parce que quand une société va bien, elle investit dans sa sécurité parce qu'elle a des sous. Quand une société va mal, quand la société au sens large va mal, généralement on investit aussi dans la sécurité parce que ça va mal. Une question ? Tout à l'heure, vous parliez de whitelist en disant que certaines personnes doutaient de son existence, mais si cette whitelist n'existait pas, vous ne pensez pas qu'il y a des petits malins qui auraient déjà essayé de déréférencer des sites comme Facebook? C'est pour ça que je pense qu'il y a une whitelist. C'est un avis strictement personnel. J'ai pas souvent eu l'occasion d'en discuter avec des confrères. Souvent, quand j'en parle, les gens disent non, Google, il n'y a pas de... Par exemple, c'est con, mais je pense que maps.google.com est whitelisté. Je pense que drive.google.com, Google Shopping, c'est ces sites mères. À mon avis, il a mis quand même un minimum de garde-fous. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à penser qu'il a dopé le positionnement de ses propres sites. Ce ne serait pas gentil qu'il fasse ça. Mais je pense qu'il a au moins assuré les arrières SEO de son propre site. Et je ne suis pas sûr que les propres sites de Google soient soumis aux mêmes algorithmes de classement que les autres sur Google. C'est une théorie personnelle. Maintenant, après, il faut se dire qu'il faut peut-être aussi de sacrés moyens pour faire tomber Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Bitcoins. Bitcoins, c'est basé... partir dans un truc qui est long. En gros, c'est une monnaie électronique. Les enjeux sont à hauteur de plusieurs milliards. Le truc, c'est qu'on sait qu'il est possible de faire tomber le système. Il suffit juste de s'accaparer 51% de la puissance de calcul mondiale qui fait tourner l'algorithme qui est derrière Bitcoin. Le problème, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça coûterait beaucoup plus en termes de milliards de s'approprier ça, et donc de prendre le contrôle de Bitcoin et de générer des transactions, ce qui ferait s'effondrer le cours et derrière, il n'y aurait plus de gains, que de ne rien faire tout simplement. Donc, souvent, le jeu n'est un peu pour ça que les très gros sites sont, entre guillemets, protégés. Faut savoir qu'ils se font des tacles. Google a mis en place un filtre il y a quelques années qui a quand même fait perdre 33% de visibilité à eBay. Bizarrement, c'est au moment où Google lançait Google Shopping. Mais Google est gentil. That's it? Je vais me reposer? Ouais? Arrête. Vas-y. Je pense qu'il y a aussi des trucs qui sont possibles avec le phishing. Et notamment aussi avec le phishing. Le phishing. Ouais. Parce que notamment, il me semble que Google t'a fait aussi avec des assauts de phishing. J'ai pas le nom en tête. Mais ouais, le report par exemple des sites de merde. Ah, les domaines qui sont spammés. Oui. Ouais, on peut. Google a une section spécifique qui permet de faire du reporting pour dire ce truc est suspect. Et soit l'algorithme repasse une fois dessus, soit si c'est vraiment suspect, un quality writer vient regarder ce qui se passe sur le site. Donc effectivement, si un concurrent déconne, on peut pointer du doigt à Google pour dire lui, c'est pas bien ce qu'il fait. Oui, Google regarde aussi sur VirusTotal et comme ça va faire des points si c'est comme ça aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Par exemple, ça marche aussi avec les antivirus. Par exemple, Avast maintenant, par défaut, ils installent un plugin front. Et en fait,
dois envoyer un mail à Avast pour dire ouais, ce site, il y a ça, c'est un peu de la merde. Et Avast bloque le site et c'est accessible par la personne qui est Avast. Ouais. Quand vous dites qu'aujourd'hui tout le monde est Avast. Ouais, ça a été l'objet de belles expérimentations. C'était de voir que le contrôle d'Avast, il suffit qu'il reçoive un afflux de requêtes pour dire qu'il y a un truc suspect sur tel site. Et bah pareil, pour tous les gens qui ont Avast avec cette extension web que je ne supporte pas installée, bah, ils auront un warning à ce moment-là. J'ai un client comme ça qui s'est pris un gros warning rouge. Il n'a rien fait. Simplement, il suffit de faire un petit reporting. C'est bon, je vais faire les yeux comme ça je vois plus les mains. Je vous remercie tout le monde. À la base, la direction d'Epitech, elle m'a dit de parler un peu de ma vie. Franchement, je n'ai pas le courage. Que vous sachiez que non, mais si un mec pour qui ma vie est pas passionnante, c'est moi quoi. La vie et c'est pas cool. Je dors pas beaucoup, j'ai des quantités de taf absolument phénoménales. Ce qui me fait être chez vous aujourd'hui, c'est que je m'instreins dans mon planning à faire 10% de présence comme ça chaque semaine. C'est-à-dire 10% de mon temps, que j'ai dormi ou que j'ai pas dormi, que je revienne de voyage ou pas, je fais en sorte de faire des ateliers, des conférences, ou de la veille à titre perso, mais pour diffuser, partager et faire en sorte d'avancer. Sinon, je pense que je serais devenu une bête sauvage dans mon coin, à voir le monde en gris ou même en noir. Donc c'est un peu pour ça. Et sinon, pour mes collègues qui ont vu un peu l'enfer que je vis au quotidien, si vous n'êtes pas passionné, faites pas mon taf quoi. Si vous l'êtes, vous allez vraiment kiffer. Et le matin, vous allez vraiment avoir envie de vous lever quand vous entendez votre réveil. Et le soir, en vous couchant, vous allez vous dire mais quelle pure journée. Mais ce secteur d'activité en particulier, la sécurité informatique, l'audit, la veille, c'est un taf de passionné. Si vous l'êtes, vous avez votre place dans le milieu et vous pourrez même réussir à faire des petits trucs. Mais si vous n'êtes pas dedans, moi j'ai commencé à 11 ans la sécurité. À l'époque, je craquais les fichiers PWD sous Windows 95-98 à mon collège. Donc ça, tout de suite, ça m'a beaucoup plu. Mais si vous n'avez pas ce profil, oubliez, c'est pas ce qui vous prend vous le matin. Voilà, je ne vais pas vous parler de ma vie. Moi, je ne suis pas diplômé, j'ai juste un bac+1. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait virer l'île 1 pour piratage. Donc, ça paraît des super loin, scolairement parlant, quoi. J'ai pris ma revanche les années qui ont suivi. Ensuite, j'ai enseigné à l'île 1 au post-doctorant. Ce qui fait que je suis revenu en mineur, mais ça a été quelques moments un peu solo. Suite à cette fin d'études précipitée, je me suis inscrit à la NDH, la Nuit du Hack. À l'époque, c'était le grand challenge français, en 2009. J'ai remporté le challenge public. Ouf, c'est encore un fou qui passe. J'ai remporté le challenge public, ce qui fait que je me suis dit, c'est génial, champion de France de hacking, quoi. Tout le monde va me vouloir. Je suis venu avec mon petit laptop, j'ai postulé dans les boîtes. Tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que j'avais pas de diplôme, parce que je sortais nulle part, parce que le challenge là, à l'époque, il n'était pas reconnu. Donc c'est aussi une chance pour ceux qui aiment la sécurité, c'est qu'aujourd'hui la sécurité est reconnue, vous avez une place, vous avez des postes. Avant, il fallait être senior, c'est-à-dire vieux, avoir des cheveux blancs, il fallait plus comprendre le monde de la sécurité pour pouvoir en faire partie. C'était un peu bizarre. Aujourd'hui, ce sont des talents comme vous qui sortent d'école ou qui sont encore à l'école, qui sont récupérés pour pouvoir construire le monde et la sécurité de demain. Donc, vous êtes en rush, c'est ça en ce moment ? Non, pendant Forward, vous n'avez pas des rushs en particulier? Vous êtes en rush perpétuel? Bon courage à tous, merci d'avoir été attentifs, c'était un réel bonheur et puis à très bientôt j'espère.